Prix en 3,5 et je fais 4e, mon premier Grand Prix. Après, ça a été dur parce qu'on l'a fait avec des conditions, avec mon père, on était tous les deux, on n'avait pas de caravane, on avait un camion, on avait les motos dans le camion et on avait une petite tente pour mettre les motos et on dormait dans le camion. Donc on a fait plein de Grands Prix comme ça et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je me rappelle à Imola, il faisait très chaud. Après à Assen, j'étais un peu mieux, mais au premier tour de Grand Prix des 3,5, je pars bien. Alors ce que j'avais pour moi, quand même, je faisais des bons départs. T'es costaud, tu poussais bien les motos. Oui, parce que c'était aussi des départs à la poussette. Départ à la poussette, Ouais, départ à la poussette. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pars bien. Et j'ai Olivier Chevalier devant moi. Je le double et dans ma tête, je me dis, l'autre devant, il faut que je double aussi. Parce que si je dois aller un peu plus près devant, il faut que je double maintenant. C'était dès le début, c'était le deuxième tour. Et l'autre, c'était à go. J'ai fait le freinage. Écoute un peu. Au bout, quand tu as refait, c'était l'ancien circuit d'Assen, le grand circuit, quand on est arrivé au bout, à un moment donné, on avait un virage à angle droit. Voilà, j'ai fait le freinage à l'angle droit, sauf que j'étais 20 km/h trop vite et je vais m'encastrer dans les bottes de paille. J'avais fini mon Grand Prix là, quoi. Mais bon, j'ai au moins doublé pendant une demi-seconde Giacomo Agostini. Lui, il ne doit pas s'en rappeler, il ne devait même pas savoir que c'était moi. Il a dû se dire, tiens, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était fou. J'étais au maximum, mais il va encore plus vite. Donc, j'ai fini dans les pailles, voilà. Après, en 2,5, j'ai fini assez loin, mais j'avais fini quand même. Mais c'est vrai que 75, ça a été dur pour moi. Et 76, eh ben, je repars en 125 avec les Morbidelli qui viennent d'arriver. Et je finis 6e au championnat du monde. C'est ta meilleure année en Grand Prix? Alors, donc c'est en 77, après je fais 6e en 76, en 77 je fais 4e au championnat du monde en 125 et 7e en 50 en n'ayant pas fait tous les Grands Prix. Le 50, ça m'avait été imposé par Morbidelli. Il voulait développer ce 50 pour le commercialiser après en compé client. Il n'y en avait qu'un là qui était apte à faire les Grands Prix de 50. Donc, et il était construit, développé chez Morbidelli Benelli Army, c'est-à-dire c'était MBA, mais à l'usine Benelli Army, là où ils fabriquaient les armes. Oui. Donc moi régulièrement j'y allais, on apportait des nouveautés. Et par exemple, il y a Spa, ils m'ont dit, ça sert à rien de faire Spa, tu pourras rien faire. J'aurais peut-être pu le faire et j'aurais quand même marqué des points, mais ils m'ont pas fait faire Spa. Mais j'ai fait presque tous les autres circuits. Jarama, j'ai dû faire 4e, j'ai fait des 5e places. Je finis 7e au championnat du monde en ayant fait 2 Grands Prix en moins, quoi. J'aurais peut-être pas marqué, mais j'ai marqué tout le temps. Et eux, ils étaient contents parce que ça apportait un peu de l'eau au moulin, tu vois. Mais moi, c'était pas ma catégorie de 50, j'avais pris un peu de l'embonpoint par rapport aux années 72, j'avais 4-5 kilos de plus, tu vois. La 125 m'allait très bien, et après je suis revenu. Donc, alors 78, j'ai encore couru en 125, j'ai fini 8e ou 9e au championnat du monde, avec une ex-moto à Lazzarini. Et puis 79, j'ai encore refait la 125, mais j'ai fait une mauvaise saison avec une nouvelle moto qu'on avait construite. Et puis après, je suis arrivé en 80 avec la Kawa. Donc là, j'ai fait 80, 81, 82 avec les 2,5 KR, qui étaient des motos formidables. Il y avait beaucoup de concurrence, c'était la période. C'était très dur. C'est des années où il y avait 50, 60 pilotes qui essayaient de se qualifier aux essais. Complètement. Et on va dire que les performances des Yamaha et des Kawa étaient quasiment semblables. L'avantage de la Kawa, c'est qu'elle avait une tenue de route exceptionnelle, un freinage exceptionnel, même si avec un seul disque. Et elle était adaptée à tous les circuits. N'importe quel circuit que tu arrivais, tu avais juste un petit réglage, durcissement de ressort, un peu l'hydraulique de la fourche s'il fallait. C'était tout, il n'y avait rien, elles allaient toujours bien. Les moteurs étaient des moteurs très linéaires. C'était pas des moteurs avec un gros couple, mais ça prenait des tours, plus de tours. Et puis ça emmenait des beaux braquets quand même. On n'allait pas plus vite qu'un Yamaha, mais la tenue de route, l'homogénéité de la moto faisait que on arrivait à tirer les chronos.
La différence qu'il y avait, le seul qui faisait la différence avec une Kawa, c'était Mang. Mang qui avait fait ses propres cylindres, modifié ses moteurs. Il y avait toute une logistique derrière avec des techniciens qui à l'époque étaient les meilleurs pour travailler ses moteurs. Et il avait surtout des budgets non comparables à ceux exactement. Sepp Schlogel, son technicien, et Mang, pour raconter la petite histoire, parce que Mang m'a fourni des cylindres, les mêmes que les siens, à plusieurs reprises. Parce que un jour c'était en Argentine, au Grand Prix d'Argentine, et puis il venait de recevoir avec Baldé, il venait de recevoir les nouvelles Kawasaki. Elles avaient des nouvelles suspensions qui ne fonctionnaient apparemment pas du tout. Il avait fait un essai avant de partir pour l'Argentine sur le circuit d'Hockenheim sous la pluie, donc il n'avait pas pu se rendre compte de la réalité du problème. Et là, en Argentine, c'était un circuit assez bosselé, c'est impossible de régler cette moto, elle driblait dans tous les sens et tout. Et moi je roulais qu'en 2,5 et j'y propose gentiment, même si sur le coup ça avait peut-être un peu énervé Jean-François Baldé, mais bon c'était un pilote de la même marque que moi et j'ai proposé, si vous voulez, après les 2,5, d'y donner ma moto, qu'ils prennent ma partie cycle et qu'ils mettent le moteur de 3,5. Tu sais, sur le coup, ils ont trouvé ça, ils sont restés étonnés quand même, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Et pour finir, ils ne l'ont pas fait, mais ils n'ont eu que de cesse de me remercier, tu vois. Et on a eu des contacts assez proches avec Mang par rapport à ça. Il avait un avantage, il faut le dire, qu'à l'époque, toutes les usines allemandes, très spécialisées dans tout ce qui était fabrication de cylindres, de pistons, d'embiellage, le soutenaient et lui donnaient la priorité. Donc vous pouviez acheter des pièces chez ces usines-là, mais avec son équipe, Mang avait un avantage technique complètement. Considérable. Eux, ils n'avaient pas de délai, ils avaient besoin de faire des Villebroquins chez Huckel, c'était immédiat. Chez Mal, ils avaient besoin de pistons ou de cylindres, des fonderies, ça allait rapidement. Donc c'est sûr que nous, derrière, c'était plus compliqué. Mais à un moment, tu switches ta carrière entre vitesse et endurance. Pas beaucoup. C'est pas que j'aimais pas l'endurance, mais j'avais tellement espoir en Grand Prix d'arriver à gagner un Grand Prix. Ma meilleure place en Grand Prix, c'est en 125, c'est à Karlskoga où je fais deuxième au Grand Prix. Mais après j'ai fait des podiums, des troisième places en 125, en 250 également. Mais si j'avais tellement espoir qu'à un moment donné j'arriverais à avoir la meilleure moto et moi être au top, quoi. Mais en fait j'ai couru en endurance épisodiquement avec des motos qu'on préparait nous, et puis après en dernière année en 88 pour Honda France. Je viens de voir Monsieur Guillou là, j'ai encore remercié de sa façon de gérer une équipe. C'était vraiment le capitaine, comme on le disait. Voilà. Et puis toi, tu es pilote privé dans le fond. Et en 85, il y a une sorte de tournant dans les Grands Prix. Les usines Yamaha et Honda se réimpliquent totalement. Et vous reperdez, si j'ose dire, à la fois des places et des possibilités de bien marcher, quoi. Oui, parce que en plus ces usines, elles allaient chercher leurs pilotes dans une nouvelle génération qui arrivait, qui venait des championnats d'Europe, par exemple, qui avaient été champions d'Europe ou qui avaient été repérés dans des courses de championnats d'Europe. Et le choix des usines, c'était d'aller chercher des pilotes dans des pays où eux avaient un intérêt à ce que la marque gagne et ait un pilote du pays. Donc c'est vrai que nous, Yamaha, avant il y avait Ponce-Saron, là il y avait Saron, il y a eu Rapico, Yamaha ils avaient leurs pilotes, chez Honda ils avaient Dominique Saron. C'était vite rempli, les possibilités. Et puis ils avaient Spencer aussi. Alors après ils avaient Spencer. Yamaha est allé chercher un Vénézuélien, enfin. Voilà, pour le Venezuela ils avaient Lavado. C'est vrai que voilà, entre les possibilités qu'il y aurait eu en France et dans le monde, il n'y avait pas beaucoup de place pour les Français. Oui, c'est ça. Et le titre de Christian Saron est presque un tournant dans l'histoire des pilotes français en Grand Prix à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un privé ne pourra plus jamais être champion du monde. Et les usines reprennent la place et l'avantage, quoi. Oui, alors là je suis d'accord, mais ce que je pense, c'est que Christian Saron,
les motos qu'il avait, qui étaient des motos officielles, marchaient comme les nôtres. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est l'année du Turning Point. C'est Christian qui a été champion du monde. Mais ils étaient 4 ou 5 à se tenir dans un mouchoir. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'était toutes des motos, entre guillemets, de pilotes privés. Oui. L'année d'après, ça bascule. Voilà, Honda ramène sa moto d'usine avec Spencer. Voilà. Yamaha réplique avec Lavado, avec Wimmer, l'allemand, et ça change toute votre condition de pilote privé. Alors, je vais te dire une chose, pour avoir eu l'habitude de rouler avec des 2,5, des 3,5, puis des fois dans les essais libres, sur les circuits, on roulait 2,5, 3,5 ensemble. Quand Spencer roulait avec la 2,5 Honda, des circuits comme Mugello par exemple, dans les grandes lignes droites, quand il me passait à côté, j'avais l'impression qu'il avait une 3,5. C'était incroyable. Là, il y avait vraiment une différence de matériel. Ils étaient intouchables. Un qui avait du mérite, c'était Lavado quand même, parce qu'il se battait. Et bon, après, et bien sûr, il y avait Mang qui était encore là. Mais il se battait Lavado avec du matériel qui était inférieur. Ouais, mais Mang, il a vite récupéré une Honda usine voilà, aussi, faut pas oublier. Voilà, et Mang a récupéré vite une Honda usine. Ouais, ça a été un tournant. Et du coup, toi, tu savais que tu reprendrais le magasin derrière ton père, ou comment tu voyais cette évolution de ta carrière? Oui, alors à cette époque-là, c'est là qu'on s'est mis à fabriquer la MiG avec les moteurs Rotax. Pourquoi? Parce que c'est le moteur qui se rapprochait le plus d'un moteur de Kawa, mais plus évolué. Parce que le Kawa, quand ils l'ont arrêté, il n'avait pas eu une grosse évolution. Et donc, avec le Rotax, on a eu, par exemple, des boîtes à vitesse à tiroir, comme les motos d'usine. On avait des cylindres un peu plus évolués. Donc, ça a été, pour nous, on s'est dit, on y a cru. En fait, notre première moto, on l'a faite en même temps qu'Aprilia. Sauf qu'on n'avait vraiment pas les moyens. Oui, mais pour la MiG, il faudrait dire aussi une chose, c'est que d'abord, on pourrait préciser, c'était une moto française, mais moi je trouve qu'il faudrait souligner le rôle de l'espèce de groupe d'amis et du réseau de ton père que vous aviez à Toulon, parce que la MiG, je trouve que c'est une réussite collective. Il y a beaucoup de gens qui vous ont aidé, des enthousiastes qui ont participé à cette expérience, construire une moto de zéro à Toulon. Complètement. On a été toute une équipe, ça a été de l'usineur, celui qui faisait l'usinage, au chaudronnier, celui qui était capable de faire un réservoir en aluminium au début. Bon, après on est passé au carbone, mais il y a eu, à l'époque j'étais avec Franco Dettori, donc qui est devenu un très bon motoriste pendant des années chez Bombardier, et puis qui a travaillé 25 ans chez Bombardier, qui est devenu ingénieur usine chez Bombardier. Qui était très compétent, mais on n'avait pas de moyens. Donc, comme tu dis, toute l'équipe qui a travaillé autour, ils ont fait des efforts financiers, des miracles et des efforts financiers en apportant leur temps. Voilà. Et puis même à l'époque, on avait eu une petite aide de la ville de Toulon, mais je vais pas renier l'aide, mais c'était pas grand-chose, mais pour nous c'était important. Ouais. Mais ça a été, on a fait des erreurs. Et c'est sûr que l'année d'après on en a refait une autre différente de moto avec des différences, mais je vais dire que la technique qu'on avait fait à l'époque, on était plus évolué que l'Aprilia. MiG, c'était pour Moto Industrie Guignabaudet. Moto Industrie Guignabaudet, c'est ça. Et si tu veux, la moto, quand on l'a déshabillée, c'est beau comme terme, déshabiller une moto, qu'on mettait le cadre à nu avec son moteur dedans, ses roues sur la béquille, et qu'on mettait l'Aprilia à côté, la nôtre était plus évoluée. Les Japonais, ils n'en revenaient pas, parce que c'était une des premières motos, il n'y avait pas de cul-de-selle, il n'y avait pas d'arrière de cadre. Ça s'arrêtait, le cadre il s'arrêtait au niveau de l'amortisseur, et après c'était une selle support en carbone qui faisait l'intégralité de l'arrière. Voilà, c'est ça. En étant très léger, on était en dessous du point minimum quand la moto était terminée. C'est la peinture qu'il a mis aux normes. C'était une peinture au plomb. Ouais. Donc c'est avec elle que tu as fait tes dernières courses.
Alors, en 2,5, on va dire qu'il y a eu une transition entre les deux MiG. Il y a eu une Honda qu'on a réessayé, qui avait encore du mal à être performante, une compé client qui, bon, et donc j'ai recouru avec la MiG. Alors avec la MiG, la dernière course que je fais, c'est une course du championnat de France au Mans. C'est une course avec 2 départs. Premier départ, la pluie tombe. Moi je tombe à la chapelle, mais je tombe à 10 à l'heure, je repars, mais comme j'étais dans le groupe de tête, et puis que tout le monde a ralenti, je passe la ligne 6e, tu vois. Et là, on a 2 heures entre le moment où ils ont arrêté la course et où ils vont redonner le nouveau départ. Et au nouveau départ, je repars dans le groupe de tête avec Mattioli et Dominique Sarron. Et on se bagarre tous les 3, mais Mattioli il arrive à nous décoller. Et moi je me bats avec Dominique, il avait la Honda d'usine, hein, et ma MiG allait plus vite. Je le doublais à la sortie de Dunlop, et je fais le record du tour du circuit. Donc c'est moi qui ai le dernier record, il doit être écrit quelque part, qui est le dernier record du tour en 2,5, donc plus vite que les Grands Prix qui avaient été faits avant. Avant qu'il fasse la chicane, il n'y avait pas de chicane encore. On passait encore à fond dans la lope et je fais le record du tour à cette dernière course. Donc elle commençait à être au point quand il était temps que j'arrête de courir, mais il était temps, pas parce que j'avais plus envie, j'étais un peu fatigué. Il aurait fallu que j'arrête 1 an, que je remette tout à plat et puis que je trouve les moyens nécessaires de refaire une vraie belle saison. Avec le matériel. C'était pas facile de faire une chose pareille. Tu t'arrêtais tout, c'était fini. C'était fini. Pour ça, j'ai pas pensé un instant, mais c'est après j'ai dit, avec le métier que j'avais encore la volonté de vouloir gagner, d'essayer de faire le rêve d'un pilote, quoi, de gagner des grands prix, d'être champion du monde. Je l'avais cette volonté, mais il y avait la fatigue. 17 saisons, 17 ans de course. 17 ans de course, oui. C'était... C'est une belle carrière, hein, une belle carrière. Et derrière, tu reprends les rênes de MiG, parce qu'attends. Alors, en fait, j'arrête en 88, et Max Balmassière, qui m'avait suivi pendant 6 ans, je lui trouve. C'est moi qui fais un peu le commanditaire avec Jackie Germain. Ils le prennent, parce que c'est un bon, ils le prennent comme mécanicien pour faire la mécanique pour Christian Sarron. Et Max, il est monté et il n'a pas réussi à se faire dans l'idée qu'il allait vivre. Il a paniqué d'arriver à Paris, de trouver une chambre ou un appartement et tout. Et il est resté quelques jours et puis il a démissionné avant d'avoir commencé. Il est revenu me voir en pleurant. C'est dingue. J'y arriverai pas à vivre voilà. Chez les fadas. Et moi j'ai dit Max, je te l'avais dit, le jour où j'arrête de courir, on trouvera toujours quelque chose à faire ensemble. Et là on a démarré MiG. Ça a démarré comme ça MiG. Ça s'est fait au coin de l'atelier et on a dit, parce qu'on avait déjà fait des pots d'échappement, parce que la dernière saison j'avais fait endurance et superbike. Donc on avait fait des silencieux d'échappement pour les 4 temps qui marchaient bien. Et on s'est dit pourquoi pas. Et on a démarré MiG là. Ça a commencé là, ça a commencé dans l'atelier de mon père, là où on avait notre service course. Et puis 1 an après, j'ai pris des locaux en zone industrielle. Et puis 2 ans après, j'ai fait construire des bâtiments en usine. Et dans le même temps, c'est ton frère qui avait repris la concession de ton père. Voilà. C'est mon frère qui a repris derrière mon père. Il a commencé à travailler avec mon père jusqu'en 95. Mon père a pris sa retraite en 95 et après c'est mon frère qui gérait tout. Et toi, à ce moment-là, tu deviens industriel. Je deviens industriel. Ça n'a pas été facile parce que, tu sais, on part d'une petite équipe. On part d'une petite équipe où on est 3, 4, 5 à travailler. Et là, dès qu'on industrialise, ça change tout, quoi. C'est des investissements matériels, du personnel, de la formation pour les gens par rapport aux nouvelles machines que tu rentres dans ton entreprise. Et on est monté comme ça jusqu'à 80 et quelques employés. Gros constructeur de pots d'échappement. Oui. On a eu une belle réussite et malheureusement, je dis malheureusement, c'est qu'on est tombé dans une période
où il y avait la guerre contre les pots d'échappement moto bruyants, nous, on se tenait un petit peu à l'écart. On avait quand même des systèmes d'échappement qui n'étaient pas très bruyants, parce qu'on avait des silencieux qui étaient assez longs. On étudiait, on était équipés, on avait un bureau d'études, on avait banc d'essai, on travaillait tous les modèles que nous sortions à une certaine époque étaient en version racing ou en version homologuée. Oui, c'est ce que je veux dire. Vous faisiez aussi des pots racing. Oui, ça. Écoute, on faisait un gros effort justement pour se mettre en règle avec la législation et puis on n'avait pas le choix. Et puis c'était la logique. Hein. Donc, alors on avait comme plus gros client, c'était Vauxhall. On avait quelques petits clients où on faisait de la construction sur mesure. Et on avait notre plus gros distributeur en dehors de la France qui étions nous, les distributeurs. On distribuait dans 33 pays et notre plus gros distributeur était aux États-Unis. Et on a eu une période où on a tout eu en même temps. Il y a eu les World Trade Center. Ça paraît ridicule parce que ça n'a rien à voir avec la moto ni avec les pots d'échappement, mais l'économie... Il y a eu un frein incroyable. Colossal, incroyable. Mon distributeur, qui était un passionné de moto et qui était heureux de travailler avec nous parce que le produit était bien, se vendait bien, était de bonne qualité, son chiffre d'affaires il s'est coupé en deux instantanément. L'année qui a suivi les World Trade Center, son chiffre s'est coupé en deux. Nous, on est rentré dans une phase difficile avec Vauxhall. Voilà, j'allais en parler parce qu'en plus Vauxhall, Alain Chevalier vous a aussi demandé de fabriquer les cadres. Alors on faisait les cadres, on faisait les guidons, on faisait donc tous les systèmes d'échappement, cadres, guidons, béquilles latérales, tout ce qui était pièces métalliques du rythme de moteur, c'était fait chez nous. On avait 35 ou 37 références de pièces qui allaient chez Vauxhall. On avait une très bonne avec Alain Chevalier, c'était un ami et on a travaillé en collaboration très étroite, ça s'est toujours bien passé, il n'y a jamais eu de soucis d'aucun côté, vraiment. Écoute, nous le premier souci qu'on rencontre c'est Vauxhall qui avait des soucis financiers. Alors le paradoxe c'est que le développement de Vauxhall a entraîné qu'il est devenu majoritaire parmi tes clients et donc quand son client majoritaire a des difficultés, en tant que sous-traitant, on se retrouve soi-même en difficulté. Complètement. Donc on s'est retrouvé. Alors on avait les États-Unis, le chiffre d'affaires coupé en deux. On avait donc Vauxhall qui battait de l'aile et puis qui avait du mal à payer et qui faisait le maximum de ce qu'il pouvait. Et c'est surtout, comme ça avait bien démarré, il nous avait commandé un gros stock pour 1000 motos. Et on avait quasiment, nous, de quoi faire 500 motos. J'ai su, vous aviez dû provisionner de la matière et vous équiper en outils. Voilà. Donc ça, et en même temps, on avait notre ami Sarkozy qui faisait la chasse au radar et aux motos sportives. Et il y a eu, ça a été en même temps une année où la vente des motos sportives a chuté de 30 ou 40%. C'était énorme. On a tout eu. Et moi j'y croyais encore, mais je me disais là ça va devenir dur. Et malheureusement il y a eu un moment donné, c'est un acte de gestion. Quand tu déposes le bilan, il y a un moment donné, soit on te liquide, parce que tu vas trop loin et tout, mais à un moment donné, c'est à toi de déposer le bilan, c'est un acte de gestion. C'est ce que j'ai fait. On avait la chambre de commerce et le tribunal de commerce nous ont orientés vers une personne qui nous aidait à trouver des solutions. Alors je vais vous le dire là, c'est bien qu'il y ait cette interview parce que moi, si j'ai arrêté mon entreprise, je vais pas dire c'est grâce, je vais dire c'est à la faute des banques. Des banques qui n'ont pas voulu, avec un médiateur qui était mandaté par le tribunal de commerce et la chambre, et qui travaillait étroitement avec la chambre de commerce, qui avait trouvé des solutions pour pouvoir étaler la dette de mes investissements matériels. C'est ça qui nous coûtait cher. Et les banques, alors on leur proposait aux banques d'étaler le remboursement de la dette, qui était une dette normalement payable, enfin un emprunt payable sur 5 ans, et on avait déjà payé 2 ans et demi. Il restait 2 ans et demi. On leur demandait d'aller au moins jusqu'à 5 ou 6 ans. 7 ans, c'était l'idéal, mais on ne voulait pas trop en demander. Ils n'ont rien voulu savoir. Alors que c'était une dette
d'endettement de futur, oui. puisque c'est du nouvel outillage, oui. et pas une dette de déficit. Non. Oui. Et alors, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, je suis admiratif de t'en entendre parler aussi sereinement, parce que je sais que ça a été très dur pour toi. Ah, ça a été très dur. Je sais que ça a été très dur pour toi. Ça a été très dur. Moi, les banques, ils m'ont écœuré de remonter une entreprise, parce que tu es obligé d'avoir besoin des banques. Et je me suis juré de ma vie de plus jamais avoir un crédit. Et ça, c'était le 8 décembre 2003, quand l'entreprise s'est arrêtée. Et j'ai plus jamais pris un crédit, même pour un truc à 100 balles. Ah non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. La frustration, c'est ça. Ah, ça a été terrible. Il fallait qu'ils te donnent le temps de trouver les nouveaux marchés que tu pourrais aller chercher avec ton nouvel équipement. On était en train de travailler pour Matra, et on était en train de travailler pour une marque d'hélicoptères qui vole aujourd'hui et qui s'est vendue. On leur avait fait les palonniers, on leur avait fait je ne sais plus comment ça s'appelle, leur béquille pour se reposer. On leur avait fait plein de choses, et les échappements, c'était un moteur américain, c'était une entreprise d'Aix-en-Provence, et j'ai vu il y a quelques mois que ça fait des années que ça tourne. On leur avait fait donc plein de prototypes. Il t'a manqué 1 ou 2 ans pour assurer ce joint-là. Oui, et on avait aussi les fabricants de remontées mécaniques, de ski, Pomagal Ski, qui étaient entrés chez nous pour qu'on travaille pour eux aussi. On avait plein de travail. Et t'as pas réussi à trouver un investisseur non bancaire à ce moment-là? Non, alors tous les investisseurs que j'ai trouvés, c'était pas des gens assez gros. Il y en avait un, il voulait déplacer l'usine aux États-Unis. C'était compliqué, puis ça a changé tout. Et puis il y en avait un autre des pays de l'Est qui mettait de l'argent, mais c'était pas assez. Et puis je voyais pas où il voulait en venir. Voilà, il y a un manque de confiance. Voilà. Alors, est-ce que c'est à cause de la fin de MIG que tu t'es exilé en Amérique du Nord, ou est-ce qu'il y a une relation de cause à effet, puisque maintenant tu vis au Canada? Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je faisais MIG, j'allais faire des salons à New York, à Washington et à Montréal. Et j'avais vraiment éprouvé un plaisir à ce pays, que je considère le Québec, qui est au Canada, mais comme un pays. Et j'adorais leur manière de vivre, l'accueil. Et donc j'y suis retourné après pour d'autres occasions avec mon père. Et puis donc j'avais un projet d'aller un jour y vivre. Ouais. Parce que j'ai vraiment été écœuré. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que pendant la dernière année où j'exerçais avec MIG, j'ai eu des contrôles. J'avais un contrôle fiscal, j'ai eu des contrôles d'URSSAF sur toutes, parce qu'on était en quatre sociétés. Il y avait une société qui faisait des composites, il y avait la société qui distribuait, la société qui fabriquait, et encore une autre société. Et j'ai eu des contrôles d'URSSAF sur toutes les sociétés, des contrôles des douanes. J'ai eu donc un contrôle fiscal. Ils n'ont rien trouvé. J'ai jamais eu un euro à payer, mais ils m'ont fait perdre du temps. Ils m'ont pris la tête alors que j'avais besoin de ma tête pour arriver à autre chose. Et ça m'a écœuré aussi. Comme disait Chirac, les emmerdes volent en escadrille, quoi. Exactement, exactement. Et donc depuis beaucoup d'années, pas mal d'années, tu vis au Québec? Oui, j'y vis pleinement depuis 2017. Et je m'étais associé dans une entreprise de fabrication alimentaire pendant 6 ans. Ça a bien marché. J'ai apporté des idées, et c'était pas mon métier, mais j'ai apporté des idées, et c'est une entreprise qui est en pleine expansion maintenant, et j'ai revendu mes parts il n'y a pas très longtemps. Mais non, tu t'es méfié, t'as pas changé d'accent, hein, en tout cas. Non, je le prendrai pas. Non, j'ai une conjointe québécoise qui elle aussi n'a pas tellement d'accent, parce que elle a beaucoup travaillé avec des gens à l'international. Elle a travaillé dans des grosses compagnies sur Montréal, et du coup, les gens sont surpris qu'elle n'ait pas plus d'accent que ça. Ouais. Et puis en plus, tu as anticipé sur le réchauffement climatique. T'as raison. Tu as des vrais hivers au Québec encore. Oui, encore, on peut le dire. Écoute, Jean-Louis, merci de nous avoir raconté tout ça. Et merci de tout ce que tu as fait dans la moto. Jacques, alors moi je vais te féliciter d'être
plus qu'un journaliste, mais un passionné enfin, journaliste et passionné de la moto. J'ai aucun mérite. Si, je me rappelle de toi, les premiers Grands Prix, je t'ai connu en Finlande, ça devait être en 75, 76, toi tu avais commencé en 71 ou 70. 70. Et pour moi, rien que de t'avoir parlé, j'étais plus heureux que de mes essais. Non, arrêtez. Ça, on le mettra pas. Si. C'est gentil. Si, écoute. Voilà. Je pense que les gars du Midi exagèrent. Patrick Fernandez fait pareil. Non, c'est vrai. Je pense que les gars du Midi exagèrent. Non, c'est vrai, parce que tu sais, il y a des gens qui ont été de passage dans la moto, en photographe, en journaliste. Mais toi, t'es une bible, quoi. Je suis pas croyant. Non, moi non plus. Mais je veux dire... Je viens admettre que, comme on dit, un vieux c'est une mémoire, et si je meurs, ce sera ma bibliothèque qui brûle. Non, mais toi, dans la moto, tu as tellement connu de pilotes, et tellement participé à des épreuves, tu te rends compte. Et puis, tu fais partie des gens qui ont de la mémoire pour faire ton métier. Hein. Ben, j'ai cette chance. Moi, j'aurais pas pu. Hein. J'ai cette chance. J'aurais pas pu. Il m'aurait manqué. Jean-Louis, un grand merci. C'est moi qui t'en. Tiens, je te fais la bise. Allez. Merci, Jacques. Non, coupez. Un grand merci, Jean-Louis.